revoir, car d'ailleurs tout le monde s'est dressé comme un échancré inouï de vous contrôler avant le rang, ce que je ferai en fait, en tout cas, puisque le contrôle méthodologie sera très important, primordial. Et donc on le fera. Donc les concepts de base de la méthodologie, il faut bien les fixer. D'ailleurs, sinon, j'aurais pas fait yoga. Yoga, pour moi, c'est ça. C'est le moment où vous êtes dirigé vers votre mental, vers votre pensée, vers votre parole intérieure, qui parle, pour les écouter. Et ça, de cela vient la dissertation. Voilà. Donc, alors, argent. Aujourd'hui, on est le 4 janvier. Le 4. Lundi. Ok. Alors, bon, on commence. Et 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Nous gagnons notre posture, bien redressée. Pendant que nous nous redressons, nous gagnons notre noblesse de posture, nous respirons subtilement. Donc je me dresse en respirant, je dresse les épaules, j'étire ma tête vers le ciel, je ferme les yeux. Si une flamme de bougie vers le ciel, je m'étire. Les épaules sont bien droites, le signe dorsal aussi. J'inspire profondément, je retiens. En rétention, je sens mon corps. Et je me dirige vers mon corps en sa globalité. Et je sens dès l'intérieur mon corps, son poids, sa masse, sa présence. Être présent, être attentif n'est que être là où mon corps est. Donc je m'y installe. Dans la sensation, c'est la proprioception. Je me sens mon poids, ma masse. Globalement, je sens mon corps dans sa globalité. Je suis là. Je me le dis. Je suis ce corps que je suis. J'inspire profondément. Je retiens. Je me dis, me voilà. Et j'expire. Maintenant, ce corps se situe dans l'espace environnant. Je me rapporte à la voix qui est en train de me parler, puisque je sais en mesurer la distance. Donc il y a des mètres, je sais les mesurer. Donc je couvre l'espace de l'intérieur de mon âme. Je scanne avec le sonar que je suis cette salle, les parois à droite, devant, à gauche. Je scanne, je sens derrière, là ou en bas. J'inspire, je retiens et subtilement j'expire. Maintenant, le corps que je suis, gigantesque, je me place à haut, me voilà, je me dis je suis là. J'entends ma voix dans mon front, dans ce silence, je le dis. Et je me dis, je suis ici en haut. Et je me dirige vers mes pieds, là-bas, très loin de chez moi, là-bas. Là-bas, mes pieds sont plantés par terre. Je le vois avec les yeux de mon esprit, très loin, dans la vallée. J'inspire, je retiens, j'expire. Coucou mes pieds, je me dis. Vous êtes là, je suis là-haut. Je ne suis pas vous, mais merci de me faire marcher. Puis je monte aux jambes. Les gens qui me représentent dans cette posture assise, qui regardent devant moi comme une statue égyptienne.
bonjour mes jambes, vous êtes là-bas, je suis en. Et je me le dis, je ne suis pas mes jambes, chuchotant dans ma tête. J'inspire, je retiens, je me dis, me voilà dans mon front, et j'expire. Maintenant, les mains sur les cuisses, je sens mes mains jusqu'à ce que ça fourmille. Voilà mes mains. Bonjour mes mains, vous me représentez. Vous êtes ma gestuelle, ma signature. Vous manipulez par le monde pour moi. Bonjour mes mains. Vous fourmillez, c'est que je suis dans vous. Mais je ne suis pas vous. Vous le dites. Vous entendez votre voix. J'inspire, je retiens. Non, ça monte. Tout le centre de mon corps, mon ventre, ma poitrine, qui regarde le monde, ainsi que je suis, comme un marcorette sur son cheval. Bonjour, mon cœur. Tu regardes le monde et tu l'affrontes. Merci de me représenter. Mais je suis ici, je me le dis. J'inspire. Je retiens. Je me dis encore une fois, me voilà. Et j'expire. Puis je monte à la gauche. C'est le pilier de ma tête et de mon visage. Ici passe ma voix, la nourriture, l'air. Bonjour mon pilier, tu es presque près de chez moi, mais je ne suis pas là. Je me le dis. Et je me dis, je monte vers moi. J'inspire et inspirant, en inspirant et en retenant, je monte au visage. Me voilà au visage, mon main qui me représente mes caches. Je le sens de l'intérieur. De l'intérieur de mon visage, je le sens, je suis derrière, je me le dis. Me voilà derrière mon visage. J'inspire, je retiens, et là, en rétention, je condense mon attention au centre de mes yeux, au troisième œil. Partie frontale, je me rends compte, et je me dis à moi-même, bonjour, me voilà. Celle-ci est ma voix. Et je me dis, j'entends ma voix. Je me le dis 3 fois. J'inspire, je retiens, je me dis encore, j'entends parler. Parce que je veux parler, j'entends parler, puisque je m'écoute parler. Je m'entends. J'inspire, je retiens, j'expire. Et je me relaxe. Bon. Alors, donc, j'ai vos pochettes. Donc, à la fin du cours, je vous le rends. Bon, pour chacun de vous, d'entre vous, j'ai attentivement évalué. Donc, vous avez une évaluation de ma part. Si vous voulez m'envoyer, commenter, comme vous voulez. Voilà. Et alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc, qui a les cours, j'envoie en tout cas un, deux, c'est tout. Personne n'a le cours. Mais vous avez quand même des feuilles pour écrire. Là, vous avez. D'accord. Alors, c'est pas grave, on va procéder. Alors, donc, ce où nous en étions était la crise du sujet. Alors, vous n'avez pas le cours. Ce que
En tout cas, je vais le reprendre tel que nous l'avons laissé. Là, ici. Alors, là, il faut en tout cas s'avancer. Je n'ai pas encore compris de quelle manière le programme sera amoindri, car évidemment il sera amoindri. En tout cas là, ça reste l'essentiel, donc on ne s'inquiète pas. Alors, donc, nous en étions à la crise du sujet. Donc, je vous rappelle, alors prenez une feuille, et comme ça vous l'attachez aux autres, là, récupérez. Alors, nous provenons d'eux, d'accord? Nous avons fait justement l'inévitable crise du sujet, d'accord? Nous en sommes ici. L'inévitable crise du sujet. Et en effet, le cours qui concernait Proust et cette époque-là de crise de la subjectivité, où je vous ai parlé de plein de choses, est en ligne, d'accord, est filmé. Donc, si vous voulez, vous pouvez le récupérer. Donc, on avait parlé de Proust. Et donc, je vous rappelle ce qu'on avait dit. D'accord? C'est se rappeler. D'accord? Tout le monde écrit, mon cher. Nora. Oui. On ne reste pas sans écrire. Le fait d'avoir des polis ne signifie pas qu'on n'écrit pas du tout. D'accord? Alors, considérez, là, on en reste, on note à côté, car vous avez les polis. Inutile que je vous en rappelle, mais je le fais. Note à côté. Alors, ce qu'on avait fait, on s'était occupé de comment cette idée cartésienne de substance, de sujet qui est solide, reste identique, prise du sujet comme substance solide, identique à soi, dans le temps. Je ne reviens pas là, car on a largement fait crise du sujet comme substance solide, identique à soi, dans le temps. Ce qu'on avait vu était la vie est un rêve, c'est-à-dire on change, on transmute, on se transforme. Et on avait exploré le texte de quoi? On avait exploré Proust et on en était venu à montrer une suite. Ça, vous devriez l'avoir, vous devez l'avoir. Donc on avait montré une suite. Donc on avait fait l'exemple de ce texte de Albertine disparu, où on voyait quoi chez Proust? Si ceci est notre cercle de la conscience, d'accord? Ceci est le cercle de la conscience. On avait vu que Proust nous raconte une suite de moments où il y a, dans un cas, donc ici c'est toujours l'œil de la conscience, d'accord? Le sujet qui regarde l'indifférence insouciante et inconsciente de soi. Il pense être indifférent à sa bien-aimée. Il n'a que faire, il n'a rien à faire d'elle. Il s'en fiche, il pense ça. Raphaël, il pense ça. Et tu écris, tu penses ça. Et toi aussi, Noah, si j'écris, tu écris. Bon, t'as écrit, c'est sûr? Bon, vous avez écrit ça, je sais. Mais toi, tu es engagé. Et la prochaine fois, si tu as écrit et que tu n'écris pas, tu me le dis. D'accord? Alors, en différence, puis il y avait eu le foudre du chagrin. La foudre du chagrin. Albertine est disparue, donc il sent la souffrance qui donc le ramène à se dire, mais là, c'était pas vrai, j'étais indifférent. Ok? Le chagrin. Albertine est disparue, puis il y a eu l'obsession,
Donc il voit Albertine partout. Ok. Puis il y a eu, je ne me rappelle pas, en tout cas, bon, on peut dire ça, mais en tout cas, lentement se fait la dissipation, c'est-à-dire l'oubli. Ok? Là, c'était Proust. Alors, qu'est-ce qu'il remarque, Proust? Est que tout cela se fait malgré le sujet. C'est-à-dire que le sujet est malgré lui, il ne sait pas, il est indifférent, mais c'est pas vrai, il ne sait pas d'où ça vient. Donc cela suite malgré le sujet. Suite malgré le sujet. Et en effet, ce qu'il nous dit, Proust, est que finalement, à partir du moment zéro, cette suite-là, dont il parle comme d'une géométrie, d'une psychologie dans le temps, d'une géométrie temporelle. Donc, ce dont il nous dit, c'est que la psychologie égale géométrie dans le temps. Ok? Or, pourquoi il dit ça? Car en effet, si dans la géométrie, le triangle que nous démontrons, où nous démontrons des choses, dans la géométrie dans l'espace, géo, ça c'est le mien, pardonnez-moi. Pourquoi il ne s'éteint pas? Il ne s'éteint pas. Je ne sais pas. Bon, éteins-toi. Bon, je ne sais pas. Éteins-toi. Vas-y. Bon, écoutez, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Non, mais quand même. Oui, en effet, c'est encore un truc de dinosaure, donc on peut enlever la pile. Alors, là, la géométrie dans l'espace, c'est quoi la géométrie dans l'espace? C'est un 2D, d'accord? Géométrie plane. Là, c'est un exemple. Là, c'est la géométrie dans le temps, la psychologie. Là, je fais l'exemple de ce qu'est-ce que la géométrie dans l'espace, dans le temps. D'accord, oui. Dans l'espace, ok? Donc, géométrie, espace. Or, c'est quoi la géométrie dans l'espace? C'est que je trace un triangle ici, et puis je dis, je prolonge la base ici, et puis je dis, je montre que ceci est tout ce qu'il faut, et là, je démontre le théorème qu'on a vu. Et je n'y reviens pas. Donc, ceci est un théorème dans l'espace. Théorème. Qu'est-ce qui se passe ici? Que le triangle reste identique. Sinon, on n'aurait pas une géométrie. Donc, identité constante. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Proust, de la psychologie? Il dit que dans le temps, ça ne reste pas constant. C'est-à-dire que lorsque il commence là à se dissiper, et là je vous dirige vers votre expérience. Vous avez eu, je me dis peut-être en fait, à votre âge, moi j'en ai déjà eu un chagrin d'amour. Si vous vous rappelez de votre premier chagrin d'amour, si c'est le cas, vous voyez bien que c'est par rapport au moment où vous le ressentiez, tout petit. C'était, je veux dire, maintenant c'est tout petit. Donc ça change la perspective, d'accord? C'est ça la psychologie comme géométrie dans le temps. C'est une remémoration où la perspective change toujours, d'accord? Malgré le sujet. Donc ici, donc là vous pouvez considérer, c'est comme si en effet on avait un triangle et que ici c'était comme une pyramide où le sujet, non là, dans le chagrin, mettons qu'il se voyait ici, d'accord? Et il se voyait tout petit, mais tout microscopique, face à la pyramide immense de la souffrance. Et puis ça change complètement. Donc ici, lorsque
vous avez que désormais, il est complètement à nouveau indifférent, il est tout géant, il est tout grand par rapport à la souffrance toute petite. D'accord? Donc c'est ça que Proust veut dire. C'est que notre vécu de nous-mêmes, de notre subjectivité, apparemment, en tout cas, c'est le phénomène, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie. C'est quoi la phénoménologie? Ça veut dire quoi? Bon, rassurez-moi, quelqu'un, oui. Oui, comme elle se manifeste, comme une chose se manifeste. D'accord? Donc la phénoménologie de la subjectivité, c'est que ça change toujours. Ça change de perspective. Donc le problème se pose, lequel? S'il existe une perspective, donc un point de vue qui fixe, qui donne en effet l'identité, la vérité. Et ça, c'est le thème de la recherche du temps perdu. La recherche de ce point de vue, ce point de vue absolu sur soi. Et en effet, les temps retrouvés signifie ceci. J'ai retrouvé cette vérité de moi-même. D'accord? Donc on avait dit ceci à propos de Proust. Et hors de cette, disons, ce sont vraiment des évidences. Hein. Il faut tout simplement les mettre, bien les fixer, puisque c'est facile, ce sont des choses très, très faciles à voir, lorsqu'on nous les montre clairement. Alors là. Voilà. Alors, maintenant, ce que nous faisons est, donc, la crise de la subjectivité signifie quoi? Signifie que finalement, c'est ça que nous étions en train d'explorer, plutôt que de se dire, alors je passe, ok? Je peux passer? Ça va? Ok? Alors, là, maintenant, je vous avais fait un petit schéma, je le répète, ok? On va passer aujourd'hui même à la perspective de Nietzsche, de Pascal et, disons, oui, de Nietzsche et de Pascal, et qui est aussi, si vous voulez, celle des bouddhistes. Alors, nous avons deux modèles de ce changement, de cette situation. D'accord? Le premier modèle, donc, changement des perspectives. Changement de perspective. Changement des perspectives, ou on peut dire du cadre des représentations que nous contemplons devant nous, de représentation. Ok? Nous avons deux modèles. Donc là, on est bien d'accord, toujours et encore, toujours la même chose, martelée et obsessive. Nous avons le sujet, le cadre cartésien. La position cartésienne, c'est quoi? C'est que Descartes se dit, oui, en effet, les représentations sont devant moi. À l'occurrence, il y a le rêve, le désir, je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi, je suis réel, je suis le rêveur. Donc le sujet est réel. Il se dit, en tout cas, je ne me trompe pas sur moi-même qui rêve. Ça, c'est la deuxième méditation de Descartes. Donc là, sujet égale réel. D'accord? Donc ça, c'est Descartes. Deuxième méditation. Donc nous avons un sujet, substance. Et là, c'est apparence. C'est ça. C'est ça l'idée cartésienne.
Et je vous défie à ne pas être d'accord. Je vous défie à ne pas, face à l'évidence qu'en tout cas vous rêvez la nuit, vous faites des illusions, etc. En tout cas, ne pas penser que quand même vous êtes réel, quoi. En tant que rêveur, vous êtes réel. C'est pas un rêve. Ok? Or, l'autre option était laquelle? Celle qu'on explore maintenant. Donc, première possibilité, première option. Et dans le cours, on l'a exploré au, je pense, poly 1, 2 et 1, 3. Voilà, c'est ça. 1, 2 et 1, 3, oui. Poly 1, 2 et 1, 3. D'accord? On a fait ça. Maintenant, face à la crise, on passe à l'autre perspective. Donc, première option. Deuxième option. Il y a un passage dans Matrix. Matrix, bon, désormais on le cite toujours. Alors, on ne peut pas ne pas les citer, Matrix. Matrix est le film de tout ça, d'accord? Et en bon moment, justement, Morpheus, vous voyez Morpheus? Vous voyez? Ah non, t'as pas lu? T'as pas vu? Ben, il faut que tu le vois. Ben, il faut le voir. Et je ne peux pas t'obliger, mais fais-le. Et alors, Morpheus, c'est celui qui initie qui introduit Neo, qui est l'héros, l'illuminé, à la vérité, à ces vérités-là, d'accord? Et donc il lui pose une question, à un bon moment, il dit, mais qu'est-ce qui se passerait si en effet il y avait un rêve d'où l'on ne peut pas se réveiller? C'est cette question, puisque une fois qu'on a vu ça, on ne peut pas éviter de dire, oui d'accord, ok, tu me dis que tu es réel, mais tu ne peux pas ne pas reconnaître que là, en ce moment même, tu n'es qu'une représentation de toi. Tu es une perception, tu es un souvenir de toi. Il y a une demi-heure. Peut-être rien de vrai du tout. Donc l'autre option est peut-être il n'en est rien. Peut-être en effet ce qui se passe est qu'il n'y a que des représentations. Donc représentation rêve, représentation réalité, représentation désir et représentation sujet. Moi. D'accord? Ça c'est l'option. Tout est représentation. Représentation égale rêve. Même le sujet, moi. Ce que finalement l'autre option est celle-là. Tout est représentation, rêve, même le sujet lui-même. Ok? Or, évidemment, là on se dit, mais écoutez, là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis un rêve, mais dans la tête de qui? C'est ça la question. Mais qui est en train de rêver? Car en tout cas, Descartes nous dit, bon, je rêve, mais il faut bien que je rêve, quoi. En fait, que donc j'existe pour rêver. Tandis que cette perspective, même si j'ai moins, c'est-à-dire c'est un rêve sans rêveur. C'est-à-dire ce on s'y prend à cette histoire des substances. On se dit, mais qui t'a dit qu'il faut toujours une substance? D'où t'as pris ça? C'est que si tu demandes qu'il y ait un rêveur substantiel, c'est que tu cherches une substance. Mais arrête! Pourquoi tu ne cherches pas une substance? Oui. On va le voir. C'est Nietzsche, c'est le bouddhisme. Et bon, on va le voir chez Nietzsche, notamment. Comment? Je n'ai pas compris. Nietzsche, on va le voir, t'inquiète. J'y passe maintenant. Donc là, même sujet se voit, c'est-à-dire que on rêve, même sujet moi, donc sans
rêveur. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la caméra? Elle s'est arrêtée? Mais elle ne voit pas, elle s'est arrêtée. Oui, en effet. Bon, je mets l'autre à la pause. Donc, sans le rêveur. Sans le rêveur. Donc, l'idée est que nous faisons partie d'un rêve, mais qu'il n'y a nulle part un rêveur substance. Un rêveur substance. C'est-à-dire qu'il n'y a nulle part dans ce monde fait comme ça ce noyau ultime. Il n'y a nulle part ce noyau ultime, cette substance à laquelle il faut tout accrocher dans cette idée-là. C'est l'idée nietzschéenne, c'est l'idée bouddhiste. C'est pourquoi ceci, justement, Manon, est, nous allons voir un concept chez Nietzsche, vous avez les textes, je vais les lire, vous allez les reprendre dans les textes. Donc Nietzsche s'écrit comme ça, Manon, alors, attends. Nietzsche. J'ai choisi un texte où il parle d'égoïsme bidon. Oui, il dit, vous pensez, le problème c'est l'égoïsme, votre égoïsme. Mais pour avoir un égoïsme, il faut quand même avoir un ego. Tandis que votre ego n'est rien du tout. Donc c'est égoïsme, trompeur. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'ego. Donc, l'égoïsme est à son tour une illusion. Ça, on va voir dans le texte. Et l'autre, disons, culture, l'autre sagesse où on a dit cela, est le bouddhisme. Avec sa notion de anatman, Anatman ou anatta, selon les langues où il est dit, c'est-à-dire, vous voyez, Atman, à votre avis, je vous l'ai déjà dit ça, c'est quelle racine de quel mot Atman, à votre avis? Comment? Batman. Bon, peut-être, mais dans l'intention du créateur de Batman. Mais en fait, c'est très simple. Lorsque vous avez un chapeau, quelque part en anglais, en français, c'est quelque chose est tombé. D'accord? Donc ici, ça tombe l'été et ça donne âme. L'atman, c'est âme. Ok? Donc c'est le moi, l'ego, le moi. Donc un atman signifie sans ego, sans identité, sans sens, identité, sans sujet, sans moi, ego, âme substantielle, âme dans le sens de Descartes. Donc pour les bouddhistes, c'est quoi la réincarnation? C'est en effet que nous n'arrêtons pas de nous réincarner, de devenir une fois un certain homme, une autre fois tel animal, etc., jusqu'au moment où nous n'arrêtons pas de nous raconter ce délire. De dire, je suis ça. Donc tu te fais toute ta vie la galère de cette identité. Ça, c'est le bouddhiste, ou Nietzsche. C'est que tu te colles, tu te figes, tu te fixes à une identité, car tu lâches pas, tu as peur de te perdre. Et donc tu restes fixé dans cette histoire, j'existe, je suis substance. Tandis que le lâcher-prise total, le lâcher-prise absolu, la libération, ce que chez
Les hindous s'appellent la moksha. La moksha. Donc, la libération de ça, la libération de l'identité figée, s'appelle soit les hindous, donc les bouddhistes aussi, hindous, bouddhistes, la moksha, et si vous voulez, chez Nietzsche, c'est l'idée du rire. Il a fait la gaya scienza, le gai savoir, c'est le rire, c'est la légèreté complète de la pensée. Donc Nietzsche, la gaieté, légèreté du savoir. Donc c'est l'idée, il l'appelle le gai savoir. C'est une œuvre de Nietzsche, le gai savoir. C'est une œuvre de Nietzsche du 1887. Ok? Le gai savoir. Ou 6, bon, peut-être 6. Je vais vérifier. Soit 6, soit 7. Ok? Donc là, c'est cette option-là. C'est-à-dire, ton histoire, que pour exister, tu dois te figer comme une certaine chose, est fausse, est bidon. Or, nous parlons de quoi? Par exemple, vous y êtes à fond, vous y êtes dans le choix. Voilà. Alors, ça y est. Maintenant, ce qu'on va faire est de, en tout cas, projeter le texte de Nietzsche. Je devrais l'avoir. Voilà, ça va bien. Non, ça va très bien. Bon, donc, je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas le texte. Bon, on va faire une chose, on va faire l'économie de texte, je vous en parle. À vous de lire, de me poser des questions autour de ce texte. Il se peut, finalement, je me dis, est-ce qu'il y a tout là? De tout ce que je vous ai donné, le texte de, donc il y a en principe un texte de Nietzsche. Est-ce que vous avez des textes?
c'est soit séparé dans les textes en général, donc c'est plus avancé. Là. Louis, Proust, Pascal, Hume et pas Nietzsche. Ah oui, oui, c'est où? Voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est que je n'ai pas là. Alors, on va faire une chose. Je prends gentiment celui de Thomas, je vous le lis. D'accord? Alors, là maintenant, ce que nous allons faire est finir, clôturer cette histoire de crise, car c'est à partir de là que vous doutez, qu'est-ce qui va se passer là? Une chose immédiatement claire. Si je me suis rendu compte que là, j'ai une indifférence, si je me suis rendu compte que là, je suis indifférent, d'accord? Indifférent. Voilà, je suis un sujet qui se dit, j'ai rien à foutre de cette personne, j'en ai marre. C'est ce que disait Proust, le narrateur de Albertine. Il disait, mais ça m'ennuie, j'en peux plus. D'accord? Et que, ici, la foudre, Albertine disparaît et il y a les gros chagrins. Ok? Or, qu'est-ce qui va se dire, ce sujet-là? En tout cas, il va s'interroger si, en fait, non. En général, on souffre. Mais il y a des gens qui sont philosophiques, qui s'interrogent. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, mais alors, là, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que indifférence chez moi. D'accord? Et donc, il va dire quoi, ce sujet-là, lorsqu'il revient sur lui, et en se disant, mais j'étais indifférent, j'étais ennuyé, quoi. Il se dit que ceci est une surface. Et la conscience n'est que la surface de son âme. Et donc, il va chercher derrière. Et comment s'appelle ce derrière? Oui, l'inconscient. D'accord? Donc, l'issue de cette histoire sera justement la question de l'inconscient. C'est-à-dire que donc, il va se dire que là, il y a ici une partie obscure, une 3D obscure. Donc, ça devient, il est un cercle, ça devient une sphère, quoi. C'est comme si ça devient une planète, une profondeur. Et en fait, on appelle cela psychologie des profondeurs, puisqu'on va à la profondeur de soi. C'est ça le passage. On se dit, la conscience, finalement, ceci n'est qu'un théâtre, mais il y a des coulisses, il y a derrière quelque chose. Ça sera donc le passage à l'inconscient. Pour l'instant, nous passons, et en fait, je veux dire, Nietzsche fait partie de cette période, puisqu'il est contemporain de Freud. Je déteste dire Freud, mais c'est les Français qui font ça. Donc, il est contemporain, il s'interroge sur les mêmes choses. Et ce texte qu'on va lire ensemble est une anticipation de ce que fera Freud de façon systématique. Donc, Nietzsche aussi est systématique. Il fera Freud comme psychiatre, comme médecin. Okay? Et voilà, alors je passe. Donc on va voir Nietzsche, cette histoire, on va voir de égoïsme trompeur, car il n'y a pas d'ego en réalité. Ça c'est l'idée même. L'ego ne fait partie que de ce cinéma-là. C'est la surface de nous.
Ok? Alors là, maintenant, on va lire ce qu'il y a à la page 9 du... Il est où, moi? Examine quand? Il est 11h10. Est-ce qu'ils sont à la revue? Comment? Ils sont à la revue scolaire, je crois. Faites quoi? Je sais pas, j'aurais pas demandé. Bon. Mais je crois, je sais plus. Bon. Je vais faire un mot. Alors, donc, nous allons maintenant avoir ceci. Alors, nous allons expliquer maintenant l'idée nietzschéenne que le moi n'est qu'une représentation parmi les autres, donc comme les autres, parmi et comme les autres, sur la... Non. Dans la conscience. Dans la conscience, qui n'est que l'écran, la surface de ce qui existe. Qui n'est que... Oui, mais quand même. Qu'est-ce qui se passe? Les années scolaires ont été Bon. Désolé. Alors, la conscience, dans la conscience, qui n'est quoi la conscience? Qui n'est qu'un écran, qui n'est qu'une surface, qui n'est qu'un écran, une pellicule qui nous cache la réalité. Et pour la cacher, cette réalité, on se raconte un tas d'histoires complètement vides. Ok? Donc, une pellicule qui, donc un voile, qui nous cache la réalité. Or, nous allons justement nous demander, mais la réalité de quoi? Justement, il n'y a pas de substance. Donc c'est cette histoire-là, la réalité qu'il n'y a pas de réalité. Voilà. Oui, je sais, écoutez, c'est la philo, hein, c'est pas de ma faute. Donc la réalité qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas un dernier truc où tout s'arrête. Un dernier point d'ancrage. Il n'y a pas. Un dernier ancrage. Où tout s'arrête. C'est-à-dire, comme quoi je me dis, bon, je me suis trouvé, là, vous voyez, c'est fini, je suis moi-même. D'accord? Or, on va tout de même dire que pour Nietzsche, il y a, disons, qu'est-ce que cette réalité qui ne s'arrête pas? Donc cette réalité qui n'est pas une réalité dans le sens d'une chose de vie. Il l'appelle la vie. C'est comme la vie vivante. Chez lui, notamment, ça s'appelle la volonté de puissance. C'est-à-dire la volonté que la vie a toujours de dépasser, de se dépasser. Comme quoi, par exemple, il y a l'évolution des vivants. C'est-à-dire, on commence avec, je ne sais pas, des micro-organismes, ça devient des plantes, ça devient d'autres choses, etc. Ça part dans tous les sens. Car la vie ne s'arrête pas. Donc elle passe par cette identité, mais ça change toujours. D'accord? Donc, où tout s'arrête, donc, qu'il n'y a pas un dernier ancrage.
cette réalité est la vie elle-même. Égale volonté de puissance. Alors, c'est quoi la volonté de puissance? C'est l'idée qu'on veut s'épanouir. La vie veut s'épanouir. Cherchez-la chez vous, la volonté de puissance. C'est-à-dire, vous dites, bon, je vais faire quoi l'année prochaine? Et j'espère que vous disiez, en tout cas, je vais faire quelque chose qui me marque, quelque chose de bien. Je ne sais pas encore quoi, vraiment, mais ça doit me plaire, ça doit m'épanouir. Et par exemple, on vous dit, bon, écoute, tu n'as pas trouvé médecine, je ne sais rien, tu as trouvé ingénieur, tu as trouvé un truc. Et vous dites, par exemple, ça me va demain. Alors on vous dit, mais c'est n'importe quoi, tu es soit un médecin, soit un ingénieur. Et vous répondez, mais non, c'est pas ça. C'est que je veux m'épanouir, c'est pas grave ce que je deviens ici maintenant. L'important c'est que ma vie passe, ma vie circule. Donc c'est volonté de puissance égale épanouissement, auto-épanouissement, peu importe l'identité au moment T. Avec I. Est-ce que c'est compris au moment TI? C'est-à-dire là, fais ça, puis ça change. Oui, Thomas. Et quoi, peut-être tout s'arrête. Où tout s'arrête, cette réalité est la vie. D'accord? C'est-à-dire l'idée de cet Anatman fameux des bouddhistes chez Nietzsche signifie, écoute, la réelle réalité chez toi qui a autant de mal à te dire je ne sais pas quoi faire, etc. Cette idée chez toi qui se présente comme un vide, comme un je sais pas, en réalité c'est la vie, c'est que tu as une infinité de possibilités de devenir. C'est pourquoi la phrase de Nietzsche est deviens ce que tu es. Alors vous dites, je suis quoi? Je suis ce que je deviens. Finalement, ce qui m'épanouit, ce qui me satisfait. Et ce moi fameux n'est que, comment dire, la table du surfeur. Vous surfez sur la vie. Vous devenez ça, et ci, et ça. C'est pas grave. Le moi ne vous sert que à ça. Qu'à dire, lorsqu'on vous dit, t'as qui? Je suis Raphaël. Mais t'es qui quoi? Bon, aujourd'hui je suis un élève, demain je fais le criminel, je bref les dents. Et puis je me réponds et je deviens un saint. Et puis, je ne sais pas. Oui. En fait, c'est dire qu'il n'y a pas de fatalité. Absolument. Il n'y a pas de fatalité signifie, ça c'est la pensée Jeanne chez Nietzsche, de l'éternel retour. L'éternel retour chez Nietzsche signifie ça. Imagine que ce que tu vis maintenant revienne pour l'éternité. Ça, l'éternel retour. Alors il te demande, ça serait quoi pour toi? Ce serait l'enfer ou ça serait le paradis? De répéter toujours cet instant. Ça, c'est l'éternel retour. Alors, ce que Nietzsche dit est peu importe si tu survis, si tu es un immortel, je ne sais pas, mais si comme un immortel, tu as une vie que tu détestes, qui t'ennuie, qui fait des choses que tu n'aimes pas, etc., ça pour l'éternité? Non, mais c'est n'importe quoi ça. Ce qu'il te dit est qu'il n'y a pas à se soucier, qu'il n'y a pas à se soumettre à la fatalité. Ce qui compte est comment tu vis l'instant. Donc, combien de vie tu en souffles? Combien de vie tu en souffles dans l'instant? Il y a des moments qui sont faits comme ça. Moi, par exemple, je vous raconte la petite histoire de moi, mais c'est des exemples. Je suis venu en France, j'avais 33 ans, puis je fais des choses. Et à un moment, je suis venu en France, car je voulais faire des choses. D'accord? Étudier, faire la philosophie.
À un certain moment, en effet, j'ai commencé à enseigner comme au lycée. Et puis j'ai arrêté. Et alors tout le monde, on faisait une tragédie. On disait, mais t'es prof, pourquoi t'es prof? Je disais, mais écoutez, je suis allé en France, non pas pour être prof, prof est la forme que j'ai prise là, en ce moment. Là maintenant, c'est cette même force qui m'a mené en France, me fait arrêter. Un jour viendra où peut-être que je recommence, en effet, vous me voyez. C'est-à-dire que l'instant, pour cette idée-là, la santé, être sain, veut dire ne pas se coller, se mettre une armature, une armure d'identité, se figer. Donc tu fais une chose, tu t'identifies à une chose, jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à un effet, ça te satisfait, ça te donne, ça te nourrit. Et puis tu peux changer, tu n'es pas lié. Ça c'est la moksha, ça c'est la libération. Se libérer des entraves de ce moi fameux. D'accord? Des chaînes. Des chaînes. Ok. Alors maintenant, justement, on va lire le texte. Ok? Alors, ok? Donc, je prends. Donc, ceci est un texte qui s'appelle, donc vous le trouvez, Nietzsche, texte, c'est le texte 4 bis, à la page 9 du Poly, d'accord? C'est, je l'ai appelé, l'égoïsme, enfin non, c'est lui qui l'a appelé. Donc, c'est un texte issu du livre de Nietzsche, Aurore. Cette idée nietzschéenne de l'aurore, c'est-à-dire c'est une lumière nouvelle qu'on fait sur le monde. On s'alléger, on fait se dissiper cette cristallisation, cette sclérose des choses. D'accord? Alors, l'égoïsme apparent. Alors, c'est quoi l'idée? Je vous l'ai déjà dit, je vous la répète. C'est que Nietzsche ne dira pas maintenant, écoute, sois comme ça, je te rassure, t'es un gentil, t'es pas méchant, t'es pas égoïste. Non, il dit que ce qu'on appelle égoïsme est en réalité complètement bidon, car il n'est pas du tout un vrai égoïsme qu'il prône. Car l'égoïsme pour de vrai, dit Nietzsche, et qui prône que d'autres, si on se débarrasse de cette idée que égo, ça c'est le mal, et que tu t'épanouis toi-même, tu jouis de la vie, tu t'épanouis. Donc il dit, écoute, c'est pas vrai que vous êtes égoïste, car vous faites des choses qui sont totalement bidons. Ce que vous faites est adhérer à une image de vous, à adhérer à une image des choses, et vous faites vampiriser ça, et par les autres. Donc voilà, alors l'égoïsme apparent, c'est finalement que l'ego est apparent. C'est ça. C'est le moi qui est apparent. Alors, et je le dis, la plupart des gens, quoi qu'ils puissent penser et dire de leur égoïsme, ne font rien pour leur vie durant, pour leur ego. Mais pour le fantôme, et seulement pour le fantôme de leur ego, qui s'est formé à leur sujet dans les cerveaux de leur entourage avant de se communiquer à eux. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les soi-disant égoïstes, les soi-disant égoïstes, en réalité, ne s'occupent nullement
de leur ego. C'est-à-dire d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont vraiment. Égale eux-mêmes. Égale pour soi de leur ego, égale pour soi de leur ego d'eux-mêmes. C'est ça. Il dit en réalité, ils ne font que nourrir, se soigner, s'occuper d'un fantôme, d'une image fantôme. Que s'occuper d'un fantôme. C'est-à-dire, comme il dit, l'image de leur ego existant dans la cervelle, dans le cerveau des autres. De leur ego, l'image de leur ego présente dans le cerveau, dans les cerveaux de leur entourage. Or, nous parlons de quoi? Mais nous parlons de ce que nous avons dit dans le cours de J'entends parler. Si on te... C'est quoi l'entourage? C'est pas une petite chose. Ce que vous dites comprendre est le français. On vous a parlé français, vous parlez français. Donc, il t'est entendu dire, ce moi fameux que tu penses comprendre, on t'est là infligé, tout simplement, tu le subis, quoi. Oui. J'ai pas compris pour soi de même. Qui ne s'occupent nullement de leur ego, c'est-à-dire ils ne font rien pour soi, donc de leur ego, d'eux-mêmes. De leur ego signifie d'eux-mêmes. D'accord? D'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur ego, ils ne font rien pour soi vraiment. Donc, ce qu'il est en train de dire est que nous naissons, et ça c'est incontournable, dans un champ, dans une ambiance, où on nous parle, et voilà, nous parlons. D'accord? Et donc, entre autres, on nous dit un mot magique, c'est le mot moi. Ok? Vous voyez les enfants de 2 ans, lorsqu'ils commencent à parler, ils disent moi je veux la tarte. Moi, papa, caca, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est que, on nous l'a mis, on nous l'a complètement raciné dans notre cerveau. Moi. Et alors, ce qu'il est en train de dire est que ce moi, ce mot, porte dans soi tout le reste. Les images qui sont dans les cerveaux des autres. Donc, il prend son sens parce que les autres pensent que tu es. Donc, vous pouvez dire que lorsque on s'occupe d'un fantôme, on se fait quoi? Plutôt que des pensées, on se fait des fantasmes. D'accord? C'est-à-dire que nos pensées, en réalité, sont des fantasmes, sont des imaginations, sont des histoires qui nous ont pris de l'extérieur. Et si on nous dit, mais écoute, mais pense vraiment à toi, on ne sait même pas d'où commencer. On ne sait même pas d'où commencer. C'est pourquoi je cherche à faire ce que je fais avec vous. Commencez par votre voie. Cherchez là, la vous. Il n'y a pas, comme on dit en français, 36 solutions. C'est ça, soit rien. D'ailleurs, vous avez bien vu, il parle de cerveau. Et les neurosciences, actuellement, vérifient cela. C'est-à-dire que ce sont des configurations de formes qui s'appréhendent à notre chair. Donc, pour se libérer, il faut vraiment un travail très sérieux pour libérer notre esprit, car notre cerveau est pris dedans. C'est comme une cage. Donc, il ne s'occupe pas vraiment
De même, mais de ce qu'on peut appeler, donc, de même, mais, on peut dire, mais, donc d'un côté fantôme, ou fantasme, de même. C'est quoi un fantasme? C'est qu'on se raconte une histoire. On se raconte des histoires. Et on me dit non, les gens, non, lui vraiment, il se raconte des histoires. Il s'est fait tout un cinéma, on dit comme ça. Hein. Il se croit, lorsque vous dites à quelqu'un, mais pour qui tu te prends? Cette idée-là, c'est quoi ton fantasme? C'est quoi ton délire? C'est ça. Est-ce que tu penses être réellement ce dont tu parles? Est-ce que ton ambition vient réellement de toi? Ok? Donc je continue. Et là, nous en venons au fameux on, au fameux on. Hein, on nous a dit. Et puis on dit, mais qui? Et ça revient à toujours personne. Donc ce qu'il nous dit, je continue. Donc, qu'est-ce que cela? C'est quoi? Donc, c'est l'image. Donc, l'image dans le cerveau de l'entourage, ça revient à quoi? Ça revient que. Ça revient. À quoi? Que je n'ai, le sujet n'est. Donc le sujet fameux n'est. Et il dit moi, ego. Et mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un entourage. Donc il y a d'autres consciences qui le regardent. D'accord? Et qui lui disent, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Et ce qu'il appelle une nuée, c'est comme un nuage. Donc il dit, par conséquent, ils vivent tous dans une nuée d'opinions impersonnelles. On dit ça, on fait ça, on m'a dit de faire ça. Oui, mais on dit. Oui, mais tu sais, on dit ça, on fait ça. Mais pourquoi tu le fais? On fait comme ça. Mais t'es pas on. Mais finalement, Nietzsche te dit, oui, t'es on. Si tu t'arrêtes à ça, t'es on. T'es impersonnel, t'es pas une personne. Donc, d'appréciation fortuite et fictive, l'une à l'égard de l'autre, l'un à l'égard de l'autre, ainsi de suite, d'esprit en esprit. Donc une nuée d'opinions impersonnelles. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est on. On fait ça. On. C'est une nuée d'une importance cruciale, c'est comme un corps. Je veux dire, encore une fois, dans votre vie, je vous défie à dire, écoutez, je sais qu'on fait qu'après les bacs, on trouve un boulot, on va étudier, etc. Mais moi, non, je fais autre chose. Se libérer réellement de la nuée qui nous entoure, de U1, c'est le travail d'une vie entière. Et ça peut donc nous piéger, non? Par exemple, on se révolte, mais bon, et justement, on n'étudie pas, on se dit c'est de l'hypocrisie, c'est du faux, mais là on tombe à l'eau. Il ne faut pas être dans les eaux. Mais dedans, on peut faire quelque chose. Et ça, ce sera le but de la psychanalyse. La psychanalyse se propose le but de libérer la personne dès l'intérieur. D'esprit en esprit, singulier mode de pur fantasme, comme je vous l'ai dit, de pur fantasme, qui sait se donner une apparence si raisonnable. Nous vivons un monde de fantasmes qui sont les gens raisonnables.
qui ne correspondent jamais à une réalité ultime, réelle, de personne, d'une personne. Cette brume, donc une nuée, une brume d'opinion, ce brouillard, cet essaim, vous voyez les abeilles, cet essaim d'opinion, une nuée, une brume. D'opinion et d'habitude, grandit et vit presque indépendamment des hommes qu'elle entoure. Et en effet, on parle de quoi là? Qui me dit cette phrase? Qui m'explique cette phrase? Et cette nuée vit indépendamment des hommes réels. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une vie indépendante. Expliquez-moi cette phrase. Cette nuée a une vie indépendante des hommes. Donc vous voyez que ce sont les hommes qui ont des opinions, qui font une nuée. D'accord? Donc, homme, opinion, 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 opinion. Et ça fait une nuée, d'accord? Un essaim des abeilles. Or, il dit que cette nuée vit une vie indépendante. Il dit presque indépendante des hommes. Ça veut dire quoi? On parle de quoi là? Une vie indépendante. Comment se peut-il que les opinions qui pourtant, en tout cas, c'est dans les cerveaux, personne n'a une idée? Comment elle est indépendante? Alors, vous vous souvenez, en fait, toi-même, maintenant, de ce fameux passage de Plutarque où il dit, c'était quoi? C'était comment? Ils se font tort, ils se font le tort, tu te rappelles. Et on est là, il parlait de quoi? Il parlait du fait que lorsqu'on n'écoute pas, on avorte les mots, vous vous souvenez? Donc on les repousse, on les rebondit, et on se fait tort. Alors, il est entendu la même chose. Il dit, une opinion de quelqu'un qui ne pense pas réellement, qui ne réfléchit pas réellement, qui ne met pas un instant, il pense. Elle rebondit, et rebondit. Il n'y a jamais, en réalité, il n'y a personne qui y a pensé. C'est ça la vie indépendante. Il n'y a personne qui sache dire, oui, d'accord, alors, j'y ai réfléchi, et voilà cette opinion, c'est ça. Donc, nous vivons dans une ambiance où, comme, voilà, tout simplement, les opinions traînent, d'accord, volent autour de nous. Mais personne ne trouvera, tu ne trouveras personne pour les assumer, pour assumer cette opinion. C'est quoi la dissertation? La dissertation est simple. C'est quoi le but de la disserte? Partir de l'opinion, ça c'est la règle. Je vous anticipe, on commence la prochaine fois. C'est que vous commencez par l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion, ce qu'on pense. Et à partir de là, vous allez forger votre jugement. Ça c'est la disserte. En effet, produire une réelle pensée qui n'est pas indépendante de vous, mais qui dépend de vous, que vous assumez, que vous défendez, que vous argumentez. Ça, c'est la philo. Donc, indépendante, alors qu'est-ce que je dis sur indépendante? Il me répète. Ça veut dire quoi? Indépendante des hommes. Qui n'a pas compris, lève la main. Je répète, comme d'habitude. Léa. Oh, plusieurs, je répète. Alors, l'idée qu'elle soit indépendante, l'opinion, c'est une nuée d'opinion, d'accord? D'opinion. T'es d'accord, Léa, que nous pourrons dire de voir, puisque l'opinion, c'est un jugement, c'est quelque chose de dit, d'accord? De voir.
Des jugements, des choses dites. Donc, comme aujourd'hui, non? On nous a dit que. Va chercher qui l'a dit vraiment. D'accord? Donc, devoir. C'est le fameux brouhaha, non? Donc, ce bruit ambiant. Or, cette nuit est indépendante des hommes, presque indépendante. Ça veut dire quoi? C'est quoi notre problème? Et que finalement, on se dit, mais ça veut dire quoi? Une opinion est toujours dans la tête, dans le cerveau d'un homme. Ça veut dire quoi? Indépendant. Indépendant signifie, donc, tu as une opinion dans le cerveau, tu as une opinion dans le cerveau. Donc, c'est toujours partir de là. Donc, il est en train de dire, mais, avec Plutarque, mais si ce sujet-là n'a réfléchi même pas un instant à ce qu'il dit, à ce qu'il fait passer. Donc, par exemple, vous dites, on mange avec une fourchette. Est-ce que vous savez pourquoi? On vous l'a dit. On vous dit, puisque, tu vois, c'est très rationnel parce que la fourchette fait ce... Et tu vous dites, mais les Chinois, ils mangent avec un truc impossible là. Non, on ne mange pas la fourchette car c'est mieux, c'est plus rationnel, c'est faux. On mange la fourchette à ce que j'en sache, car on mange la fourchette. J'ai jamais pensé quoi. Alors l'idée est que on vit dans un monde où, en effet, c'est jamais la personne, elle, l'homme. Donc, ce n'est pas la personne qui héberge cette opinion, c'est on. L'opinion, en fait, a rébondi. C'est on. C'est on. Donc, finalement, c'est personne de ces personnes. C'est impersonnel. C'est impersonnel. Personne. Vous voyez les mots, qu'est-ce qu'ils font? Vous dites personne ne le pense. C'est-à-dire personne ne dira à la fois. Personne. Aucun homme et un homme. Et personne. Ça, le jeu. Personne ne le pense lui-même. C'est ce qu'il appelle la mode. Non? Il dit singulier monde de pur fantasme qui sait se donner une apparence raisonnable. Cette brume d'opinion et d'habitude grandit et vit presque indépendamment des hommes qu'elle entoure. C'est elle qui cause la disproportion inhérente au jugement d'ordre général que l'on porte ce qu'on appelle l'homme. Il dit, à partir de cette brume, à partir de ce on parle de l'homme. C'est-à-dire, ce qu'il dit est que ceci devient l'homme. L'homme devient l'universel. Mais je suis disparu dedans. Dans l'universel. Disparu. Tu fais quoi? Tu fais pourquoi? Toi. Tu dis, mais est-ce que l'homme a fait ça? Oui, encore. L'homme. Mais toi, dit Nietzsche, toi. Et donc, il dit, indépendant des personnes elles-mêmes. C'est qu'on on se stabilise, on se organise, on s'installe dans à ce niveau-là. Finalement, on dort, quoi. On dort. C'est pourquoi la vie est à faire. Et voilà, on n'y pense pas, on le fait. C'est clair? Ça va mieux? Oui. J'ai perdu le lien entre ça et la crise du sujet. Et ça, tu ne fais pas une crise du sujet, ça? Ça, c'est un sujet, soi-disant. Ça, c'est un sujet, soi-disant. Ça, c'est un sujet. Mais si c'est tous le même on, si, lorsque tu demandes à une personne, mais toi, tu as pensé ça comme sujet, tu te rappelles, ça veut dire trois sujets? Le sujet, c'est. Vas-y. C'est être convaincu d'être une substance et de jamais changer. Oui, ça c'est vrai, mais à la base, c'est qui le sujet? C'est ce qu'il y a derrière nous, c'est. C'est la base. Tu te rappelles? Subject. C'est ça. Fixe bien ça. Le sujet est, soi-disant, la base. Ouais. Or, il y a quelqu'un, mais qui t'a dit ça? Mais moi, je pense, oui, d'accord, mais alors dis-moi, mais on fait comme ça, on. Alors c'est toi la base? Non, c'est on. T'es jamais la base. Ça, c'est la question du sujet. Ça vient pas de toi. C'est ça la crise du sujet.
que tu cherches la base et tu ne trouves pas. C'est on. Soit on, c'est pas un sujet du tout. On, c'est une nuée, c'est un brouillard. C'est du spray. Nébulisé, oui. Mais du coup, finalement, on cache notre pensée avec le on pour paraître comme tout le monde un peu. Absolument, oui. C'est précisément de ça qu'il s'agit, oui. Oui. Faites, moi, ce que je cherche à vous faire faire, est le contraire. Donc, évitez la disserte. Et ça, je répète, la disserte, c'est qu'on part de on. Il y a un concept philosophique que nous allons explorer la prochaine fois sur la disserte, que c'est le endoxa. Opinion, c'est doxa, d'accord? Opinion, c'est doxa. Doxa. La doxa, c'est l'opinion, chez les Grecs. Donc, paradoxe, c'est la philo. Pourquoi? Car ça va contre la doxa. Parce que c'est l'ennemi du on. D'accord? Paradoxe, c'est. Vraiment, je me mets même guerrier, quoi. J'affronte le on, la doxa. Donc, il y a un concept que nous verrons la prochaine fois, c'est endoxa. Et c'est toujours le point de départ, l'opinion commune. L'opinion commune. Or, une disserte, donc qu'est-ce que les Grecs ont dit? C'est que la philosophie n'est pas le goût du paradoxe. La philosophie ne dit pas que l'endoxa c'est n'importe quoi. La philosophie dit une chose, que l'homme du commun, on porte une réalité, porte une vérité, il la voit, il la devine, il ne sait pas la soumettre. Donc on doit partir de l'endoxa, on doit partir de cette base. L'opération qu'il faut faire n'est pas choquer avec un paradoxe, c'est plutôt à partir d'un paradoxe, une chose qui bug, quoi. Un bug, c'est les fameux pourtant. C'est le fameux pourtant. Et pourtant, vous voyez, on ne peut pas se satisfaire de ça. Que tu chemines vers, non pas le contraire, non pas la falsification, en l'occurrence, absolument d'accord, mais assumer, où il y a un vrai sujet. Un vrai sujet. C'est tout un parcours, c'est vraiment un grand périple. C'est pourquoi je vous ai parlé de Odyssée, qui part de rien. C'est-à-dire qu'il pouvait rester à Ithaque, non? On peut se dire. Odyssée pouvait rester, il avait son palais. Pourquoi il est parti? Il est parti pour ça. Il est parti pour revenir à quelque chose de commun. Bon, je suis chez moi. J'ai ma maison, je suis marié comme tout le monde, comme on fait. Mais c'est moi. C'est moi. C'est pas une nuée, c'est pas une nuage, pas du faux, c'est pas un bidon. Je suis passé par ce voyage intime. Et c'est classique, justement, dans celui qui se dirige vers le psychanalyste. Celui qui se dirige vers le psy, typiquement, s'il le fait, ne veut pas tout casser, tout révolutionner, tout massacrer. Il veut comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut imprégner le sens, donner un sens, et donc être le sujet réel de ce qu'il fait. Puisqu'il se dit, là, non, c'est pas moi réellement. Et vous savez bien que c'est risqué de dire ça. On va te dire, cette fameuse nuée, ils vont dire, mais t'es malade, quoi, mais tu fais des trucs, mais c'était bizarre. Bon, tout être philosophique comme moi le sait. Je veux dire, on se fait une adolescence et une jeunesse pas évidente, car on est tous en train de discuter, et cette fameuse nuée te dit, mais c'est n'importe quoi, mais c'est impossible comme ça, on peut pas vivre comme ça, mais tu dis toujours des choses bizarres, etc. C'est l'histoire, c'est l'histoire de la réflexion. Donc c'est le cheminement vers soi, à partir, donc vers un sujet, à partir de cette nuée. Et là, qu'est-ce qu'il dit Nietzsche? Il dit justement, là, à ce moment-là, tu seras réellement égoïste. Dieu soit béni. En effet, tu t'occuperas vraiment, réellement, de toi-même, et non pas du fantasme de toi-même, non pas de l'apparence de toi-même, non pas de ce qu'on t'a dit que tu dois être, mais réellement, tu seras réellement égoïste. Et donc, en l'occurrence, tu ne seras pas égoïste du tout dans le sens mauvais. Dans le sens mauvais.
C'est clair jusqu'ici? Qui n'a pas compris, lève la main. Loin. Comment? Ça va? Tu peux me dire quelque chose de ce que tu as compris? Que l'opinion réfléchie et indépendante de la personne et matérialisée par contre. Oui, matérialisé. Oui. Et faites ces petits jeux, ces petits jeux, certes, c'est très efficace. Passer de personne, la personne vraie, à personne comme personne, et comprendre ça. La personnification. On passe par un moment ou personne. Et là aussi, le passage, je vous le recommande chaleureusement, de fantôme à fantasme. Lorsqu'en effet, la réalité que tu n'es que le fantôme de toi-même, et tu n'es pas vrai, toi, tu es un fantôme, tu héberges chez toi une image fantôme créée par les autres, là, il est sûr et certain, tu vis de fantasmes. Tes pensées sont totalement hors contrôle. Tu vis dans un cinéma. Donc, je l'écris. Lorsque, alors, crise du sujet. Crise du sujet, lorsque le soi-disant sujet égale, pardon, tu t'appelles Léo. Égale, sujet égale Je. Oui, je ou Base. Oui, base, subject, base, d'accord, origine. Très bien, maintenant. Alors, base, origine. Bon. Lorsque le soi-disant sujet base réelle, est en réalité en fantôme, créé par autrui, c'est-à-dire lorsqu'il est, Marx dira, avec Hegel, aliéné. Aliénus signifie autre. Aliéné. Lorsqu'il s'est vendu à l'autre, créé par autrui, ses pensées sont des fantasmes. C'est-à-dire, c'est un cinéma, car il n'a aucun contrôle sur ses pensées. Ses pensées sont des fantasmes. Qui me donne une définition de fantasme? On va donc définir les deux choses. Qui me donne une définition de fantasme? C'est quoi un fantasme? C'est une histoire. Oui. C'est un peu une vision idéalisée. Idéalisé, d'accord. C'est-à-dire, donc au fond, quoi? Puisque ce n'est pas que idéalisé. Ça peut être aussi un fantasme érotique, quoi. C'est pas idéalisé, ça peut être même pervers. Donc ce n'est pas idéalisé forcément. Idéalisé, ça veut dire vrai ou non. Oui, mais là, dans le contexte, c'est plus quand on parle de nous-mêmes, tout ce qu'on veut, quoi. C'est irréel, c'est pas. Oui, exact. Donc nous dirions que c'est une pensée qui ne colle pas au réel. Ok? Donc un fantasme, c'est une pensée dans sa bulle. Une pensée dans sa bulle qui ne colle pas au réel. Donc pensée dans sa bulle qui ne colle pas au réel. Or, quel est le rapport au fantôme? C'est quoi un fantôme? C'est quelque chose qui n'existe pas. Pardon? On ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en réalité. Oui, qu'on ne voit pas, si on veut, si tu veux, on le voit, avec un drap blanc. Oui, mais normalement, le fantôme n'a pas de drap, quoi. Oui, mais d'accord, mais on le voit. C'est pas la question de le voir, c'est quoi tu l'avais dit? C'est pas la réalité. Oui, c'est pas réel, c'est ça. Donc, lorsque tu n'es pas réel, tu as des pensées qui ne collent pas à la réalité, c'est nécessaire. Donc c'est notre pensée. Oui, donc tu es le fantasme de toi-même. Le fantôme est un fantasme de toi-même.
Donc, fantôme, pas réel. Donc, si tu n'es pas réel, tes pensées ne collent pas au réel. Tu vis dans une bulle. Et ça, et on va le voir dès la prochaine fois, ça mène très loin. On va voir que des névroses